Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut! Alors, je vais faire une petite introduction pour présenter un peu le contexte de cette conversation. Puis après, on aura l'occasion, je laisserai les deux artistes, Ange et Émile, se présenter. Puis il y aura une série de questions et après, on laissera la place aux questions du public. Tout simplement. Alors déjà, je vais me présenter. Je suis Sarah Kidzi, Gino de Lyon. Je suis la directrice générale et artistique de l'organisme Arche. Donc, on est un organisme montréalais dédié à la relève. Donc, on existe depuis 8 ans. On organise des formations, des conversations telles que celle-ci, des expositions, puis une foire à l'automne chaque année à Montréal. Donc, vous serez les bienvenus pour la prochaine. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux. Je suis très heureuse d'animer cette discussion aujourd'hui. En fait, elle est le fruit d'une conversation avec le Musée d'art contemporain. En fait, plus précisément, le programme Séminaire, qui est un programme, un pilier important de, je dirais, de la médiation culturelle, mais de la médiation culturelle autour du collectionnement. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui ont participé au programme Séminaire, mais pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un programme éducatif du Musée d'art contemporain qui existe depuis plus de 15 ans et qui rend accessible le monde du collectionnement au grand public, en fait, tout simplement. Et il adresse depuis quelques années des programmes pour les 18-30 ans. Donc voilà, je salue l'initiative. Et c'est justement dans cette volonté d'ouvrir de nouveaux dialogues qu'est née cette table ronde. Alors, aujourd'hui, on va parler de collectionnement, mais on va parler surtout de nouvelles formes de collectionnement. Comment cette pratique peut évoluer dans cette ère de transformation numérique, de crise économique, d'enjeux de durabilité, et surtout dans des désirs d'urgence, je dirais, de changements sociaux. Voilà, on est dans cette période. Les artistes émergents, ils développent en fait aujourd'hui des regards critiques, inventifs, puissants sur ce que veut dire créer, diffuser, vendre, collectionner, ce que veut dire transmettre en fait une œuvre. Alors, comment on réinvente ces échanges entre artistes, collectionneurs? Comment on valorise une œuvre autrement que par son prix? Combien vaudrait une œuvre finalement qui ne se vendrait jamais? Existe-t-il des marges au marché d'art? Et comment tracer sa propre trajectoire dans un monde de l'art et un marché en mutation constante? Pour en discuter, je suis contente d'avoir à mes côtés Ange et Émile. Qui vont parler, en fait, qui ont intégré concrètement ces champs de recherche à leur pratique artistique. D'une façon, je dirais, presque irrévérencieuse. Donc, je vais les laisser présenter leur pratique et leur travail, leurs œuvres, en fait, finalement. Merci, Sarah. Je ne sais pas c'est qui est à la suite du PowerPoint déjà. Bonjour tout le monde. Ravi d'être ici. Ça me fait tout bizarre d'être à Plural. Il faut dire que c'est la première fois que je viens. Donc, merci de m'accueillir. Merci à Sarah. Merci à Yael pour cette conversation sur le marché, sur cette chose-là qui est le collectionnement. Je me présente. Je m'appelle Émile Riopel. Je suis encore étudiant au baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l'UQAM. Je suis un artiste principalement en sculpture qui vient de Mascouche. Donc, je me décris souvent comme un produit dérivé de la combinaison voiture, banlieue, voiture et piscine hors terre, asphalte et pavé uni-neuf. Un produit dérivé parce que la banlieue, ou du moins cette ville-là qui est Mascouche et Terrebonne, m'a beaucoup fait réfléchir à cette idée-là de faire de l'art en banlieue, de faire de l'art en région. Et ça a alimenté, veut pas, des désirs sociaux, des désirs aussi politiques de se rejoindre, veut pas, autour de cette question-là de créer. Je ne sais pas si on peut défiler des images. Et donc, cette conversation-là sur le collectionnement vient finalement d'une expérience que j'ai eu la chance de faire avec Arch à la dernière édition. Cette exposition-là, donc, prenait la forme d'une vente de garage. Donc, le titre « Tout doit partir à tout prix, je t'en prie », faisant en sorte qu'il y avait comme cette envie-là vraiment de se départir, de se débarrasser par l'idée de la vente de garage, par cette idée-là vraiment de dire qu'on va pouvoir, entre nous, un à un, discuter d'un objet qui t'intéresse pour différentes raisons et que tu puisses le négocier, que tu puisses même finalement remettre en question son statut, discuter aussi finalement de qu'est-ce que cet objet-là. Il y avait par exemple un menu
qui étaient comme affichés pas loin de la table. Sur le menu, il y avait par exemple des dénominations comme patente à gosse, comme bidule, comme étagère à objet spéculatif. Donc, il y avait plusieurs formulations qui permettaient aussi une discussion sur qu'est-ce que cet objet-là. Et finalement, j'ai pu en fait avoir la chance de discuter avec une panoplie de personnes. Puis, finalement, à la fin, tout doit partir à tout prix, je t'en prie, a presque été un souhait réalisé. J'ai pu finalement me débarrasser de plein d'objets. Donc, c'était vraiment très heureux. Il faut dire que les prix, ça commençait comme à 5$ puis ça finissait à genre 150$. Fait que, tu sais, à coût de comme 40, 60, 100$, ben, tout est parti pratiquement. Il y avait aussi un désir finalement de repenser aussi cette façon-là qu'on a de visiter les espaces d'exposition. Et c'est un peu pourquoi, ce qui m'amène ici avec Sarah et Ange aujourd'hui. Dans mon travail aussi, j'explore toute la question de l'objet glané, de l'objet ramassé, de l'objet patenté, de l'objet amalgamé, mis en tas. Donc, voilà, je ne sais pas, est-ce que y a-t-il d'autres choses que je dis? Je ne sais pas. Mais il y a aussi toute la question aussi, puis durant la discussion avec elle, on parlait de est-ce que finalement, une œuvre, c'est aussi avant tout un rapport avec l'artiste? Puis je pense que j'entretiens beaucoup cette envie-là, finalement, de générer des rencontres qui ne soient pas seulement matérielles, mais aussi humaines. Que finalement, l'objet soit teinté par la rencontre que vous ayez avec moi ou avec les artistes ou avec, finalement, un groupe d'artistes que vous pourriez rencontrer. Il y a aussi cette envie-là, finalement, de collectionner ce moment-là de rencontre, puis que l'objet porte ce moment-là. Puis à la vente de garage, il y avait beaucoup ça quand même. Donc, voilà. Ben, je me souviens aussi à Arch qu'il y avait un soir où tu bradais tout était à moins 50%. Enfin, tu vois, tu avais vraiment ce truc-là un peu, allez, ce soir, je suis fou, je me départis de toutes mes œuvres. Mais tu avais aussi je dirais ce côté-là un peu incontrôlable de je décide de ce que je fais de mes œuvres. Et c'était vraiment intéressant, en tout cas dans le cadre de Arch. Vraiment. Puis aussi, tu sais, ça va sonner bizarre, mais je veux pas, en tant qu'artiste, j'avais aussi un souhait arbitraire. Donc, tu sais, par exemple, il y avait des gens qui venaient, puis je savais qu'il y avait de l'argent, là. Tu sais, comme ils se présentaient, puis je sais que, en tout cas, je sous-tends savoir ton salaire. Fait que, tu sais, je vais te vendre au prix où je crois que tu es capable de payer aussi. C'était comme un exercice aussi de jugement bizarre où, tu sais, j'avais des amis qui venaient, ben je vais te vendre ça comme 20$. Là, tu sais, j'ai pas un souci de faire de l'argent sur ton dos. On est dans la même classe sociale. Mais par exemple, une personne qui a un salaire X va être capable de payer 100$ pour un objet. Tu sais, en tout cas, il y avait comme aussi cet espace-là un peu bizarre de jouer avec les prix selon le statut des personnes qui se présentaient aussi comme ça. J'assumais rien par rapport à ces gens-là. Mais je vais terminer là-dessus, mais en tout cas, c'était tout un exercice. Puis ton petit carnet de facturation, tu notais tout, chaque vente, tu répertoriais chaque vente. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Est-ce que tu veux nous parler, parce que je vois qu'il y a d'autres, donc là, c'était ton boot à Arche, mais tu as aussi cette pratique-là. Est-ce que tu veux en parler un petit peu plus ou nous parler de cette œuvre en particulier, de ces œuvres? C'est sûr que Arch, c'était comme un peu un moment de floraison où comme finalement plusieurs désirs se sont comme matérialisés. Mais avant, dans différents projets, j'ai aussi exploré toute la question de l'idée que qu'on puisse se donner des objets puis que ça suffise finalement à générer une œuvre. Donc, j'ai demandé à plusieurs personnes de me donner des objets dans leur poche, de me vider leur poche, puis que finalement, j'avais comme la possibilité de juste les encapsuler dans des pochettes puis de générer des images avec ça. Il y a aussi un projet là, plus loin, après. Ce projet-là, je ne suis pas enjoutin. J'ai pas du tout son charisme. Mais ce projet-là de grosse machine qui a été faite à Terrebonne avec un centre d'artistes qui s'appelle Rond-Point. D'ailleurs, je vous invite à les suivre. Ils font vraiment des belles initiatives en région, dans mon coin. Puis ça, c'était comme une espèce de machine que j'ai générée avec toutes sortes d'objets, des espèces de babioles que le monde a jetées. Il y a comme toutes sortes d'affaires. Puis c'était comme un projet sur l'idée de la traçabilité, de comment est-ce qu'on pourrait, veux pas, comme retracer le parcours de nos objets que nous consommons. Puis en tout cas, je trouvais que c'était un projet qui pouvait résonner un peu avec la conversation. C'est un projet aussi qui était comme dans l'espace public, qui a fait vraiment beaucoup de réactions. Fait que voilà.
Merci Émile. Donc c'était Émile Riopel. Puis maintenant, je vais laisser la parole à Ange. Si tu veux nous parler de ton travail, je vais... Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Ange Houtin. J'ai fini mon bac à l'UQAM l'année dernière. Je vais rentrer à la maîtrise pour faire de la recherche. Ça m'intéresse énormément de mêler recherche et art visuel, d'avoir une pratique qui est plus conceptuelle. Mettons, pour décrire ma démarche ou ma pratique, c'est sûr qu'il va y avoir des éléments installatifs, légèrement performatifs. Mais le mot qui résumerait d'une certaine manière et qui m'amuse énormément, ça serait la magouille. Donc de tourner autour d'avoir une pratique qui tourne autour de tout ce qui concerne la magouille. Comment elle peut donner une agentivité aux gens, comment elle peut me donner une agentivité, comment elle peut m'extraire aussi de certaines formes de certaines situations ou certains rapports de pouvoir. Que ce soit les miens ou ceux des autres. Donc ouais, c'est ça, c'est ces recherches-là qui m'intéressent énormément. Ici, c'est un verbatim d'une œuvre de Chicken Company où je m'intéressais à discuter avec des intelligences artificielles en leur demandant la première question, comment voler une poule? Et cette question m'amenait justement à tester les billets et de venir baliser au final les différentes intelligences artificielles et de savoir c'est quoi leur pensée dominante. Il y en a certaines, on a élaboré des braquages de poulaillers ensemble. On s'est posé la question comment on allait se défendre en cours si on se faisait arrêter pour braquage à main armée de poulailler. Donc on a pu vraiment partir dans des délires très profonds. Il y en a d'autres où je leur ai demandé de me produire des crashs boursiers du cours du poulet. Et pourtant, ils étaient incapables de me fournir ça car ils considéraient que c'était des fausses données. Donc il y avait vraiment ça permettait de baliser à travers l'humour. Je pense que la connerie est vraiment nécessaire dans ma pratique, de faire sourire, mais en même temps que le politique soit présent et qu'il y ait une critique sociale, une critique économique. Celle-ci, cette œuvre-là, c'est Si tu veux voler mon identité. Donc j'ai pris toutes mes cartes d'identité, assurance sociale, carte Visa, passeport, puis je les ai tous encrées de noir pour les utiliser comme matrice pour faire de la gravure avec, et je les ai posées en plein milieu du socle en Aspenite. Je pense que la prochaine photo, on voit un meilleur... voilà, c'est ça. Et il y a la tentative de dire, si vous voulez voler mon identité, il y a tout ce qu'il faut ici pour vous repartir une nouvelle identité. Donc argent, numéro d'assurance sociale, passeport. Ça me permettait de reprendre contrôle un petit peu sur ces numéros qu'on nous donne à la naissance et de vouloir jouer avec. Il y a une certaine forme de mise en jeu, mais aussi une parole est-ce que c'est réellement mes papiers d'identité? C'est aussi cette fameuse bullshit que je peux avoir. Donc, ouais. Est-ce que quelqu'un a tenté de voler ton identité? Non, les gens sont pas très joueurs sur ça. Donc il n'y avait pas une réelle mise en danger, je vous dirais, à part la parole et la connerie que je pouvais engendrer. Donc les prochaines œuvres, c'est ça. Donc ouais, au final, comme disait Émile, Arch, je pense que c'est un peu le dénominateur commun entre nous trois, où on a pu avoir cette discussion puis être là en face de vous en ce moment. À Arch, j'ai voulu, ça n'a pas fonctionné comme j'aurais voulu, mais j'ai demandé aux gens de voler mon travail. Donc, il y avait possibilité de partir avec les œuvres. Là, c'est la dernière photo, c'est un peu à quoi ressemblait mon booth à Arch à la fin, où les gens sont partis avec le mobilier, les éléments d'installation. Il y avait moyen de faire du lockpicking, donc d'apprendre à ouvrir des cadenas. Il y avait moyen de partir. Les gens sont partis avec le cadenas, je pense. Sont partis avec les objets de lockpicking. Je me suis fait dépouiller, en fait. Je suis ressorti plus pauvre que je ne l'étais déjà. Ça a posé des questions aussi personnelles de savoir comment on se sent en tant que praticien ou personne qui est déjà dans une situation précaire, puis de se mettre un petit peu plus précaire économiquement parlant. Mais c'était pour le plaisir et je pense qu'il va y avoir d'autres aspects de ces recherches-là qui vont être engendrés dans le futur. Ouais, puis pour l'anecdote aussi, durant Arch, il y avait des objets de Ange qui se retrouvaient dans mes affaires. Fait que là, des fois, j'étais comme, OK, mais
pourquoi la personne a voulu comme le ramener ici. En tout cas, il y avait comme toutes sortes de... Puis finalement, là, puis juste pour comme faire un point commun avec nos deux expériences, il y avait aussi cette envie-là de réfléchir l'idée du public, de c'est quoi son rôle, c'est quoi ses paramètres à ce public-là, comment est-ce qu'il va fonctionner, comment est-ce qu'il va évoluer dans un espace comme Place Ville-Marie. Il y avait toute cette envie-là aussi de réfléchir le contexte dans lequel on se retrouvait, nous deux, puis de comment est-ce que nos objets vont pouvoir générer des contacts avec ce public-là, puis comment lui, toute la question de la gentilité, il y avait aussi ça, finalement, qui, en tout cas, qui, je pense, derrière nous, était là. Puis Ange aussi, ce que j'ajouterais, parce que j'ai participé à l'atelier, mais tu avais proposé aussi au public d'apprendre à crocheter des serrures. Je sais maintenant crocheter une serrure. Mes enfants savent crocheter des serrures maintenant. Donc merci Ange pour la passation et la transmission de ces magouilles-là. Je me sens munie je me sens prête là. Mais je suis vraiment content parce que de toute manière, mes recherches futures à la maîtrise vont être sur comment, en bande organisée, on peut créer une certaine forme d'agentivité dans la passation de savoir frauduleux, comment s'apprendre à voler dans le magasin, comment renverser les rapports de pouvoir, au final, dans la quotidienneté. On se reparle plus tard, si vous voulez. Voilà, s'il y a des gens intéressés pour en savoir plus. Merci vous deux pour cette présentation. Je vais vous poser quelques questions. Donc, vous êtes artiste, vous êtes témoin et acteur finalement de la manière dont vos œuvres circulent. Comment, selon vous, les artistes peuvent-ils remettre en question cette notion de propriété ? En fait, qu'est-ce que ça change de penser une œuvre dans une logique de transmission plutôt que de possession ? Grosse question. Ben déjà, ouais, c'est une excellente question, mais déjà pour moi, tu sais, de penser une œuvre dans des rapports de transmission ou finalement de rencontre, ça implique que l'objet finalement est comme un prétexte, que l'objet ne sera pas donc une finalité. Donc, tu sais, toute la question matérielle va pas en fait, je sais pas comment le... C'est que finalement, l'objet, c'est ça, c'est vraiment un prétexte, c'est vraiment une manière finalement de se rencontrer. Puis je pense que finalement, dans le fait de réfléchir des objets comme ça, il y a aussi d'autres considérations qui rentrent en jeu. Donc, toute l'idée du public aussi. Puis que finalement, cette transmission-là, elle va être, veut pas, donc immatérielle, puis qu'elle va nous permettre aussi finalement de générer aussi des rencontres qui sont d'une toute autre ordre. Je trouve que l'art permet ça aussi, finalement, qu'on peut se rencontrer dans des lieux, on peut se rencontrer dans des espaces pour aucune raison, à part le fait d'être ici pour cette question-là de l'art. Qu'on va se rencontrer pour cette idée-là de générer une rencontre qui ne va pas être institutionnelle, qui ne va pas être nécessairement économique, qui ne va pas être nécessairement pour le travail, qui va finalement juste être pour cet enjeu-là de se dire, est-ce qu'on ne peut pas régénérer des communs à travers l'art? Est-ce qu'on ne peut pas se re-rencontrer de d'autres manières? Puis, je trouve en tout cas que c'est un espace qu'on se doit, en tout cas en tant qu'artiste, peut-être que c'est une des responsabilités de jouer avec. Tu sais, tantôt, tu parlais des marges du marché. Puis je pense qu'il y a des marges. Puis ces marges-là, on se doit finalement de les rendre plus élastiques puis de permettre finalement des rencontres, de retrouver cette valeur-là. Qui existe, là, qui a existé. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, et puis je pense qu'on peut aussi essayer de générer des gestes à portée utopique, de ramener le rêve, de ramener le politique dans des gestes qui vont faire sens pour nous ou qu'on aimerait qu'ils fassent sens dans un futur. Et donc, ouais, je pense que le fait de l'objet, au final, prend un peu le bord pour être plus dans l'idée, dans le concept, dans la pensée. Et l'objet est un peu le point de départ de cette façon d'aborder les relations ou le moment présent, comme tu parles, ou le geste à portée utopique. Ouais, puis dans vos deux pratiques, il y a un volet presque performatif. En tout cas, la pratique de votre corps fait aussi partie intégrante, en tout cas, de votre œuvre et de ce que vous transmettez finalement. Donc, c'est intéressant. Est-ce que vous avez expérimenté aussi d'autres manières ou imaginé d'autres façons de faire entrer les œuvres dans la vie des gens ? Je ne sais pas, la location, des abonnements. Je sais qu'il y a des choses qui existent, mais est-ce que vous y avez déjà réfléchi ?
Avant d'avoir ma pratique en art actuel, mettons, ou en tant qu'artiste dans un milieu plus contemporain, mettons que le graffiti vandal était une forme de s'approprier, de démontrer ou d'amener une forme d'art, que ça soit par le street art, soit par le graffiti. Donc, c'est des choses, au final, dont je m'inspire d'une autre manière, sans en amener dans l'institution ou ces moments-là qui font partie d'une certaine réalité. Et c'est très inspiré de ces moments-là. Mais sinon, dans ma pratique en général, c'est vraiment par Arch que ça a débuté et que c'est dans une certaine forme de continuité de réflexion. Il y a toujours cette idée aussi de ne pas vouloir marchander son art. C'est très romantique comme position face à ma pratique. Mais ouais. Puis il y a un point qui me revient aussi en tête dans ton boot à Arche, mais tout était filmé, il y avait une caméra. Donc il y a aussi la notion de quelle responsabilité les gens prennent, enfin, la limite un peu de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste, la limite de ce qu'on peut accepter, de ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable dans un cadre de marché, dans un cadre... Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Alors la caméra marchait pas. Il y avait des petits problèmes de Wi-Fi. Donc au final, cette caméra-là, je dessinais les gens qui posaient l'acte de voler. Donc dessiner avec mes maigres talents, malgré plusieurs années d'études en art, je pense qu'on n'a pas de dessin malheureusement. Mais ouais, donc je dessinais les gens pour essayer de poser un geste. Je pense pas que ça a été fonctionnel ou il y avait l'idée de prise de... On m'a critiqué sur l'idée qu'il n'y avait pas de prise de risque pour le public au final. Et sur ça, je repensais à ça, puis j'étais comme, est-ce que je veux réellement créer une prise de risque dans ces lieux-là où déjà dans la vie en général, le fait de poser certains gestes sont des risques. La société nous crée une certaine forme de violence. Est-ce qu'il faut que je la répète pour pouvoir créer un momentum ou un moment? Donc, je ne sais pas, à réfléchir. Emile, est-ce que tu as pensé à des nouvelles façons? Ben, tu sais, déjà, avec ton passé de graffeur, il y a comme quelque chose aussi qui me vient que, tu sais, pour moi, l'idée de l'échange ou l'idée finalement, de la vente de garage vient aussi finalement d'un vécu où, quand j'étais jeune, tu sais, j'étais comme un scrapper, mais en fait, j'étais pas commun, j'étais un scrapper. Tu sais, ça a comme été ma première job où je me promenais, puis tu sais, en banlieue, le premier mercredi du mois, c'est comme le moment où tous les gens jettent leur lave-vaisselle qu'ils ont acheté il y a 6 mois puis qui pètent parce que, bon, on vit dans un monde où on achète un objet, il casse. Puis là, moi, je me promenais, je ramassais des pièces de ça, puis je me payais des cours de conduite puis des cours de piano avec ça. Puis c'est ce passé-là, ou du moins ce vécu-là de comme collecter, glaner, ramasser des bébelles puis des gogos, ça a aussi teinté finalement ma manière aussi d'avoir un rapport aux objets. Puis je pense que une des choses que collectivement on fait déjà, en tout cas à l'UQAM, c'est aussi toute l'idée des matériaux qui, déjà pour moi, fait œuvre. Le fait qu'on puisse, entre nous, s'échanger des choses, ne pas avoir aussi peur finalement de donner des affaires. Il y a comme plein d'affaires comme des sous-sols d'église, des centraides, des comptoirs familiales qui sont des endroits que je trouve fantastiques. Le monde va porter plein de gogos, puis toi, tu peux le ravoir pour comme 1 pièce, 2 pièces. Puis je trouve que c'est des modèles qui, en tout cas, m'inspirent beaucoup, puis j'ai comme envie de prendre ces affaires-là, ou du moins ces modèles-là de fonctionnement, puis de les réimplanter dans notre milieu, puis comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à cette manière-là qu'on aurait finalement de se permettre d'être artiste, de se permettre d'avoir un milieu, puis que finalement ces rouages-là, tu sais, la dernière fois, puis là je m'extrapole, mais la dernière fois, tu sais, Yael, elle disait le marché il est toujours là, tu sais. Puis je pense qu'on a 2 pratiques qui ont comme envie de, puis sans jugement, moi je suis rentré à Arche, puis j'avais beaucoup de conception, ou du moins j'avais déjà un espèce de jugement par rapport à cette affaire-là qui était Arche, puis j'avais même des craintes de me dire, est-ce que finalement je vais être obligé, ou en tout cas je vais-tu devoir vendre mes objets genre 1250$, puis finalement j'ai réalisé que pas du tout, tu sais, il y a une marge, puis après ça, cette marge-là, est-ce qu'elle est possible pour tout le monde? Non, mais il y a une marge. Tu sais, j'ai pu me permettre de vendre des objets 20$, puis il n'y avait aucun problème. Tu sais. Fait que je me suis dit, OK, finalement, cette marge-là, on a l'impression que le marché, comme un objet monolithique, là, tu sais, presque imperceptible, tu sais,
imprenable, il n'existe pas cette image-là. Tu sais, on peut finalement jouer avec elle, puis se dire que non, genre cet objet-là, il est 5$, puis c'est tout. Là. Tu sais, si tu as envie de l'avoir, tu me donnes 5$ par pied, puis bonne journée, tu repars avec, puis ce rapport-là, c'est. En tout cas, d'entretenir ça, je trouve que c'est une chance, puis c'est un choix qu'on pourrait faire aussi, tu sais, entre nous, entre institutions. En tout cas, je sais pas. C'est ça. Mais ma question suivante, c'est est-ce que vous vous sentez libre par rapport aux attentes du marché? Est-ce que vous avez dû faire des compromis? Mais là, tu dis que dans ce que tu expliques dans ton expérience à Arche, finalement, tu as eu cette liberté, tu t'es senti libre. Mais est-ce qu'il y a des moments où le marché t'a comprimé? Ou est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es senti, en tout cas, redevable de quelque chose? Est-ce que tu as des anecdotes? Est-ce qu'il y a comment tu te sens par rapport aux limites du marché? Ben déjà, tu sais, je dois dire, je me sens tout jeune par rapport au marché. Je me sens comme je comprends à peine là, le legs historique de la foire plurale qui a été dans le passé, foire papier. Là, tu sais, je pense que je pourrais même pas en toucher un brin. Fait que je me sens jeune par rapport à ce marché-là. Puis je me sens pas nécessairement comprimé parce que je dois dire que pour moi, il y a comme, tu sais, dans notre milieu, il y a comme plusieurs univers parallèles qui fonctionnent tous dans le même espèce d'écosystème. Puis je dois dire que le marché est pour moi comme un espace que je viens comme juste chatouiller là, par quelques moments. Puis il y a des espaces comme le milieu des centres d'artistes qui fait beaucoup plus sens avec moi, mais qui m'empêche pas finalement d'aller jouer avec l'idée du marché, de repenser aussi ces rouages ou ces manières-là de l'approcher. Puis, est-ce que je me sens libre? Tu sais, c'est une grande question. Est-ce que notre milieu est libre? Tu sais, c'est tout ça aussi. Est-ce que nos institutions, nos centres d'artistes, nos galeries sont libres? Est-ce que donc, par l'entremise de cette liberté-là, nous, on est libre? Tu sais, je pense pas. Tu sais, je pense qu'on est quand même... Ben, il faut payer le loyer, là, genre, tu sais, on se doit de payer des factures. Fait qu'il y a un moment où est-ce qu'on... Tu sais, l'autre fois, on imaginait ce serait quoi comme la meilleure foire, puis je pense que ce serait... Tu sais, c'est ça. Est-ce que le marché nous permet de vivre? Tu sais? Je pense pas. Tu sais, je pense que le marché permet de vivre à certaines personnes, mais on se doit de multiplier nos modes de fonctionnement. Fait que je pense que le marché en fera partie dans ma carrière, en tout cas, j'ose croire. Mais est-ce que ce sera juste ça? Je pense pas. Tu sais, je pense qu'il faut être élastique. Là, tu sais. Est-ce que, Ange, je peux te poser la même question? Je ne sais pas si bon, je pense que le marché, je ne sais pas s'il me rend libre ou il m'influence dans ma liberté. Le marché il m'excite dans la posture critique, de pouvoir le critiquer, de pouvoir le regarder, d'essayer de le comprendre et de comprendre son fonctionnement parce que je sais intérieurement que lui puis moi, si on doit le catégoriser on ne serait pas très, très copains. Malheureusement. Mais oui, donc je ne sais pas si sur la question de la liberté, comme j'ai cette posture romantique de ne pas vouloir vendre, puis de justement, comme dit Émile, d'aller chercher d'autres sources de revenus pour payer le loyer, comme... essayer d'avoir des bourses, essayer de travailler pour des gens ou name it. Mais ouais, donc je sens pas cette influence-là puisque je m'y intéresse pas dans la pratique de l'objet en tant qu'artiste. Je m'y intéresse intellectuellement ou dans la posture critique, comme je disais. Ouais. Puis dans vos deux pratiques, il y a quelque chose de très politique, en tout cas de très sociétal, je dirais. Si on se posait la question ensemble de justement si collectionner, si participer à ce marché devenait un geste social, voire justement politique, on pense au mécénat collectif, aux coopératives ou des initiatives communautaires. Est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ce serait quoi le futur de cette pratique-là d'un point de vue plus politique, je dirais? Ben déjà, tu sais, je vais te laisser réfléchir, mon cher, mais déjà, comme je... Non, mais c'est que c'est chargé, tu sais, c'est...
déjà pour moi, juste le fait d'avoir plural, c'est politique. Ça implique des barrières de fonds, ça implique des gens qui s'impliquent, ça implique des gens qui ne sont pas impliqués. Donc déjà, il y a une question qui se pose. Puis après ça, je me dis pour le futur, c'est une grande question parce que je trouve que, dernièrement, dans notre milieu, là, puis j'imagine que plusieurs travaillent dans le milieu où ils sont attachés, je trouve qu'il y a comme il y a une précarité qui continue de peser quand même assez lourd sur nos institutions. Puis je me pose souvent la question, de qu'est-ce qu'on va faire, là, comme, est-ce qu'on va... est-ce qu'à un moment donné, on va arrêter de demander des bourses au gouvernement qui, finalement, n'a pas vraiment l'air de vouloir nous en donner? Est-ce qu'on ne va pas se retourner vers nous pour, ensemble, peut-être, s'autofinancer? Est-ce que là, ce n'est pas une idée utopique complètement folle? Certainement. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas au moins tendre vers ça ou tendre vers autre chose? Peut-être. Puis est-ce que, dans ce sens-là, le collectionnement pourrait aussi repenser aussi ces modalités de qui est-ce que vous attirez, de qu'est-ce que vous voulez générer comme expérience, de pourquoi est-ce qu'on voudrait venir à Plural? Pourquoi est-ce qu'on voudrait finalement acheter une œuvre? Même juste, je pense même qu'il y a des gens qui ont même pas l'idée d'acheter une œuvre parce que pour eux, ça semble impossible. Puis ça, je le comprends parce que moi-même, je dois dire que je m'imagine pas acheter une œuvre. Même que j'aime mieux penser que je m'achète un souhait d'acheter une œuvre que de m'acheter une œuvre. Fait que je me dis, est-ce qu'on pourrait pas aussi rendre possible cette idée-là d'avoir un objet? Je sais pas, est-ce que, on va en parler plus tard, mais est-ce que finalement l'idée de l'échange, l'idée du don, l'idée de s'échanger des services, de ralentir aussi, Arch, c'était super le fun, là, mais il y avait comme au-dessus genre de 300 objets, là, je veux dire, j'adore faire ça, là, je suis un amoureux du travail, mais il y a un moment où je me suis dit, mais c'est débile, là, je vais pas refaire tout le temps des espèces de tas de céramique, puis de chemu, puis de gogos pour vivre. Genre, il y a un moment où tu te dis, mais non, mais ça marche pas. Fait que le futur du collectionnement, je sais pas, mais est-ce qu'il y a comme un espace critique à ouvrir? Je pense que oui. Puis, en tout cas, je dois dire, je me sens vraiment chanceux de pouvoir être ici, puis en tout cas, de discuter de ça, parce que je serais même curieux d'entendre des galeristes là-dessus. Oui. Je sais qu'on était supposé avoir quelqu'un qui peut pas être présent, bref, mais je serais curieux de les entendre là-dessus. Je pense que finalement, la question du collectionnement pose aussi la question de comment est-ce qu'on peut être rentable en tant qu'artiste, comment est-ce qu'on peut insuffler des nouveaux modèles économiques qui s'inspirent du monde capitaliste hyper capitalisant, puis de finalement repenser ça, parce que l'art nous permet ça. Je veux dire, on est ici, puis on vend des objets purement spéculatif. C'est cinglé. Là. Je veux dire, c'est même magique là, qu'on puisse être ici sur un panel, discuter de ça, parce qu'il y a des gens qui créent des objets dans des studios, puis que les gens aiment ça, puis trouvent ça beau. Il y a comme quelque chose que même les bases du marché sont nées d'une spéculation. Mais là, je m'étends, là, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est bon, c'est super intéressant. Tu peux t'étendre. mais en soi, c'est ça, je ne saurais pas comment me positionner de manière comme c'est ça qu'on doit faire. Mais est-ce qu'il y a des choses à faire plus que jamais? Puis je pense qu'on est tous des gens avec toutes sortes de sensibilités. On a envie que cette chose-là fonctionne. Puis au final, notre dénominateur commun à nous, c'est l'art. C'est cette question-là, de cette valeur-là qui dépasse tout. Là, que finalement, juste le fait de créer, de se dire que l'art a une importance, bien, pour moi, ça nous rejoint tous. Puis après ça, on verra de là comment est-ce qu'on peut faire émerger toutes sortes de conversations qui cultivent le dissensus. Tantôt, tu disais que le marché ne sera pas ton ami, mais au moins le marché pourrait te connaître. T'sais. Fait que si on pourrait aussi être dans un marché qui je veux dire, on peut ne pas être d'accord. Puis ça, c'est génial. Là, c'est magique. Là, c'est tant mieux. Est-ce qu'il y a moyen d'être en désaccord avec le marché, mais d'être dedans? J'espère. Il y a beaucoup de choses à réfléchir de ce que tu viens de dire. Pour moi, ouais, je sais pas, c'est vraiment une grosse... Je sais pas comment voir des nouvelles perspectives. Je suis quelqu'un d'assez pessimiste, en toute honnêteté. Pour moi, c'est vraiment l'idée du politique, il y a plus une idée de critique, presque de vouloir détruire d'une certaine manière, ou tu sais, surtout dans un point de vue anticapitaliste, mettons, ou de dire, OK, est-ce que on fait pas table rase, mais ça, c'est encore dans l'ordre de l'utopique, tu sais, c'est
pour moi, après, tout le monde a sa place. Quand je pose cette critique-là, c'est aussi par rapport à moi-même, puis surtout pas nécessairement par rapport aux autres, de ce qu'ils produisent ou de ce qu'ils font ou de participer à certaines choses. C'est vraiment par rapport aussi à ma morale personnelle, puis je ne veux pas l'imposer à l'autre. Donc, quand je regarde ça, je me pose énormément de questions, beaucoup d'angoisse aussi. Citalopram, ça marche vraiment bien. Mais ouais, non, c'est ça. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Ouais. Le temps file, le temps c'est de l'argent. On va continuer. En fait, dans nos conversations, on a décidé de créer un petit guide, un petit manifeste poétique, politique, presque ludique. Il est né d'une envie. Nous avions en fait envie de laisser une trace de cet échange et de vous permettre de collectionner en fait cette conversation. Ce manifeste est né d'une envie de repenser le collectionnement non pas comme une pratique figée, mais comme un geste de relation, de transmission, de désir, en se rappelant que les marchés, parce qu'il y en a plusieurs, c'est aussi aimer, c'est aussi soutenir, c'est aussi s'écouter, c'est aussi discuter, c'est aussi raconter, c'est aussi rêver. On a le droit d'être utopiste. Donc voilà, on a ce guide, un manifeste. On a ensemble mis quelques phrases qu'on va vous lire et on vous inviterait, si vous voulez, à venir collectionner, prendre une page de ce manifeste pour le garder, pour l'accumuler, voilà. Vous êtes les bienvenus à vous lever et à prendre des pages de ce manifeste. Et en même temps, on va lire quelques phrases. Ouais, fait que vous pouvez ramasser, là, vous allez voir, c'est du bricolage de haut niveau. Puis vous pouvez les ramasser à la fin, là, peut-être après la période de questions. Puis, allez-y, prenez. Vous êtes les bienvenus, ouais. On va lire certaines de nos réflexions, ou en tout cas, vous allez voir, c'est ça. Guide pratique, poétique, politique et ludique. Collectionner des câlins pendant un vernissage. Accumuler les livrets d'exposition, les faire encadrer. Acheter une œuvre avec un GoFundMe. Sortir un crayon, écrire 10 mots aléatoires, collectionner un flux. Produire, vous allez voir, vous allez le reconnaître. Produire de la shit pour faire rire les potes. Vendre en loose day. C'est bien expliqué, je comprends pas. Accumuler des échanges en texto avec un proprio. Collectionner les relations de pouvoir. Choisir entre un shooter, un junior au poulet, puis une jeune player veloutée. Collectionner les dettes. Brûler des voitures pour y collectionner les cendres. Trouver une œuvre dans une papaye mûre. Empiler toute ma pratique, calisser le feu dedans, me réchauffer durant l'hiver. Frauder les assurances pour toucher notre salaire. Cryogéniser un artiste performeur pour garder la performance pour plus tard. Faire des œuvres quétaines, les vendre au marché aux puces. Écrire à un ou une artiste, échanger une œuvre contre un service, un lift Montréal-Québec. Collectionner ce qui est en abondance ou en grande rareté, mais qui nous apparaît de manière périodique. Être attentif aux détails et aux énormités. Payer son dentiste avec une gravure. Frauder Plural pour y collectionner les billets invendus. Acheter une œuvre avec mes points métro et moi. Collectionner de la poussière, en prendre soin dans une poussette. Glaner, voler, quémander les espoirs du public. Se faire livrer une œuvre par une cigogne. Payer le public pour nous oublier. Devenir nous. Accumuler des bidules. Piller des œuvres tel un colon.
Collectionner la connerie. Elle a une petite dernière. Laisser de la crasse qui ne part pas. Voilà, c'était notre manifeste. Vous trouverez des pages, donc n'hésitez pas à venir en prendre. Il en restera, je suis sûre, à la fin. Maintenant, on va rentrer dans une période de questions. Si vous avez des questions, des anecdotes, des commentaires, peu importe, on est là pour échanger. Oui. Est-ce que tout le monde a entendu la question? Est-ce qu'il faudrait que je la répète? Non. Alors, monsieur parlait du système de location d'œuvres et interroger les artistes sur, sur le système de payer peut-être un loyer d'une œuvre. Est-ce que... Ben, je pense que ça serait intéressant. C'est un peu comme des décors de cinéma. En tout cas, il y a comme un peu peut-être ce modèle-là de prêter des objets, peut-être même pour autre chose que son statut d'œuvre. Là, est-ce qu'on ne pourrait pas prêter des œuvres pour la télé, pour le cinéma? Peut-être même aussi, ça me fait penser à Massimo Guerrera, qui prêtait une roche à quelqu'un, puis qui demandait à la personne de prendre soin de la roche, puis d'écrire où est-ce que la roche a été posée, puis ensuite lui redonner la roche 6 mois plus tard. Est-ce qu'on pourrait pas... en tout cas, il y a quelque chose à faire, se dire je te donne une œuvre, puis tu me dis comment est-ce qu'elle s'installe dans ton espace, puis que finalement, tu entretiens vraiment une relation pratiquement avec cet objet-là. Fait que je pense que ça fait partie, en tout cas, des choses à réfléchir. Je pense qu'on peut se permettre des affaires comme une location. Est-ce que tu avais quelque chose à répondre? Sur la location, personnellement, moi, dans ma pratique, je ne pense pas. Donc, voilà. Il ne pense pas. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Merci pour la présentation. D'abord, je tiens à dire que je suis fièrement la propriétaire d'un demi-chevaux en céramique et aussi d'un objet volé. Et c'était vraiment comme dur, comme posture d'aller voler à Ange, parce qu'il y a toute cette notion de précarité qu'on vit en tant qu'artiste émergent, qu'on discute plus ou moins tant bien que mal entre nous. Et justement, c'était ça ma question, c'est comment est-ce que, étant donné vos postures en tant qu'artiste, vous gérez ce sentiment de précarité, ou comment est-ce que vous l'envisagez dans le futur, ou qu'est-ce que vous pensez peut-être en faire? Voilà. Beaucoup de vols à l'étalage. D'accord. Ouais, genre vivre les caisses automatiques au métro, là, tu sais. Mais non, mais plus sérieusement, ravi de te revoir. Puis, c'est une grande question parce que je pense que la notion de précarité peut rapidement faire objet de tabous quand même dans notre milieu. Que finalement, en tout cas pour moi, là, je ne sais pas si je généralise, là, mais je trouve qu'en tant qu'artiste, déjà, on va cultiver un état de survivance dès qu'on sort des études. Il y a comme quelque chose, même hors les études, on cultive ça. Fait que, est-ce que finalement, il n'y aurait pas quelque chose à faire de se dire que si on est pauvre, ou en tout cas qu'on vit de cette précarité-là, on devrait peut-être la reconnaître, ou en tout cas déjà commencer par dire qu'on est pauvre. Là, genre, je veux dire, on est pauvre. Il n'y a rien d'autre à faire. Après ça, est-ce que le reconnaître va nous permettre du moins de le transformer en matière, ou de se dire qu'ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà de l'adresser, je pense que ça serait ça pour moi. Ben, après ça, je sais pas, là, je me sens tout jeune. Là. Ouais, je pense que personnellement, pour ma part, moi j'ai accepté que l'art n'apportera pas, genre ne mettra pas le beurre dans les épinards. Je pense que j'ai accepté l'idée aussi que je vais devoir travailler
sur d'autres jobs, sur des contrats, avec mes mains, parce que je sais travailler avec mes mains. Donc, j'ai accepté que d'une certaine manière, il va y avoir une moitié de mon temps qui va être alloué à venir payer mon loyer, à venir hustle ma bouffe, ma maison, puis après, d'un autre côté, vont occuper ces temps-là de doute et d'espace, de réflexion pour ma pratique en art, en tant qu'artiste. Puis je dois dire, tu sais, il y a aussi il y a quand même un aspect important que, tu sais, la majorité, tu sais, des travailleurs culturels font face aussi à ce que tu nommes, tu sais, le pluri-emploi. Là. Ça fait partie des conditions presque d'emploi. Là, tu sais, dans un curriculum vitae, il va avoir plusieurs emplois en même temps, tu sais, qui vont se chevaucher. Fait que déjà, je pense que, tu sais, de nommer ça, de dire que il y a des enjeux d'organisation, il y a des enjeux aussi de à quel point on se donne, à quel point à quel point on va faire du bénévolat. Il y a toutes sortes d'enjeux aussi de se dire, est-ce que des fois, on ne devrait pas exiger un salaire? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi repenser la valeur, non seulement de nos œuvres, mais aussi de notre travail? Il y a énormément d'heures non payées. Je pense aux demandes de bourse, je pense aux appels de dossiers. Est-ce que des fois, de répondre à ces exigences-là administratives, ça alourdit pas aussi cet état-là précaire qu'on nomme? En tout cas, je pense qu'il y a des choses peut-être qu'entre nous, on pourrait du moins déjà adresser. On est... Ange répétait, on est pauvre. Émile, excuse-moi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires? On a encore un peu de temps pour échanger. Ouais. C'est une curiosité. Est-ce que les objets déplacés de chez Ange à chez Émile ont été vendus par Émile? Est-ce que tu as fait du recel? Ben, maintenant que tu le dis, j'aurais dû. Tu sais. J'aurais dû le vendre. Mais non, je ne l'ai pas vendu. Mais en fait, puis ça, je lui avais pas dit, mais je les avais remis dans son espace. Ouais. Puis je lui ai pas dit parce que, tu sais, lui, il était comme dans un moment de voler, tu sais, fait que là que j'y donne un truc, c'était comme, tu sais, ça venait un peu briser ça, mais puis d'ailleurs je l'avais pas dit, mais au moment que je l'ai remis, t'étais vraiment confus, parce que t'étais comme, mais là il y a quelqu'un qui a remis un objet, qui a douté de son geste, puis là, moi j'étais comme, bizarre, bizarre, curieux. Mais surtout, faut dire, l'expérience à Ange aussi, c'est qu'il y a eu un enjeu aussi de comment tu sais, tantôt, tu parlais du rôle de l'artiste. Moi, si je n'étais pas là, il n'y avait rien qui marchait. Mais quand j'étais là, puis que je présentais vraiment la vente de garage, puis que je disais « Bienvenue à ma vente de garage, voici la liste des prix, n'hésitez pas à négocier », bien là, tout d'un coup, c'était clair. Là, comme le mood était seté, les mains derrière le dos devenaient déliées, puis là, on se mettait comme à négocier. Mais dans l'enjeu de Ange, c'est que finalement, il n'aurait pas dû être là. T'sais. Puis il aurait dû rien avoir. En tout cas, à mon sens, s'il n'y avait rien eu, même pas de médiation, rien, là, pas du tout, puis que finalement, avec le temps, tranquillement, pas vite, un objet volé, un deuxième, puis là, une bande organisée qui prend forme. Là, en tout cas, j'avais cette réflexion-là, fait qu'on dirait qu'il fallait que j'y redonne son objet. Là. Comme, là, il fait pitié, là, je vais y redonner. Là. Voilà. Il y avait une question ici, une question ici. Bon, je vais couper ma question en deux, je vais essayer de la faire courte. Allô Ange, allô Émile, très contente de vous revoir. Et c'était pas très clair pour moi. Pendant que je vous écoutais, je me disais, oui, vous êtes encore en train de figure out un petit peu ça va être quoi votre carrière d'artiste qui s'inscrit déjà on peut dire en marge ou dans un espèce de marché parallèle ou à contre-courant. Et je me demandais si vous aviez déjà, si clairement pour vous, dans votre future carrière, il y a des lieux que vous allez exclure dans votre future carrière. Est-ce que vous vous voyez par exemple représenté par un galeriste ou est-ce que c'est déjà clair pour vous? Non, moi je préfère... voilà, parce qu'à Arch, c'est vrai que c'était une condition de présentation très particulière. Vous touchez 100% de ce qui est acheté, il n'y a pas de commission. Donc c'est vraiment... Arch, c'est une mini-foire, mais qui ne représente pas vraiment la réalité de ce qu'il y a en dehors. Voilà, ma question c'était comment vous voyez la suite par rapport aux institutions, par rapport à cette question de si on veut survivre, est-ce qu'on cède, est-ce qu'on cède pas? Ouais. Est-ce qu'on est filmé? Promis non.
Oui, tu es filmé. Donc, honnêtement, je vais avoir quand même un point de vue où je vais dire, je pense que le milieu de la galerie m'intéresse pas. C'est vraiment l'idée de la recherche, de produire des moments ou des objets qui vont tendre à disparaître, qui sont pas dans une idée de perdurer. Non, je déconne avec l'idée d'être filmé, mais dans le sens que comme on sait jamais ce qui peut arriver dans le futur, quelles sont les rencontres ou les moments, donc j'ai un peu du mal à me projeter, mais pour le moment, l'instant T et les prochaines années, sûrement, s'inscrire dans le marché n'est pas une optique et un intérêt personnellement. Mais moi, on dirait que j'ai pas envie de dire non. C'est dans le sens, j'ai pas envie de mettre de côté des institutions ou non, parce qu'au fond, pour moi, ils font comme, tu sais, genre, font toute partie du même écosystème, sont comme reliés par les mêmes racines, tu sais. Fait que je me dis, si je dis non à un, c'est comme si je disais non aussi à celui que je dis oui. Fait que je me dis, moi, dans ce cas, l'idée qui me vient là, sur le moment, ou en tout cas que même j'avais, c'est de pouvoir niaiser. C'est de pouvoir niaiser un galeriste, même niaiser un centre d'artiste. Est-ce que finalement, je me présente d'une telle manière, mais que finalement, c'est complètement l'inverse, ou que de peut-être rencontrer quelqu'un aussi qui a envie de challenger aussi ces affaires-là, de ce qui est présenté dans une galerie. Il faut dire qu'effectivement, moi aussi, de prime abord, être représenté, c'est pas un désir, là, c'est pas une finalité, en fait, qui m'intéresse. Mais est-ce que si ça arrive, j'aurais envie de le négocier puis de peut-être même m'amuser avec ça? Absolument, parce que je pense que ces conversations-là qu'on peut avoir avec ce type d'institution-là est vraiment intéressante. T'sais. Fait que pas non, mais pas oui non plus. T'sais. Tu laisses les portes ouvertes. Bonjour. Je trouvais très intéressant la conversation. Puis avec aussi beaucoup de contradictions, ben c'est humain puis c'est intéressant aussi. Quelque chose que je me demandais, c'est votre position par rapport à l'argent dans la vie en général. Tu sais, là, c'est plus par rapport à votre art, mais je me demande, est-ce que vous avez la même position en général? Est-ce qu'avoir un pouvoir monétaire, c'est quelque chose qui vous intéresse? Parce qu'il me semble qu'un pouvoir monétaire, ça peut vous aider à aller dans le sens que vous voulez dans la vie, mais en étant vraiment comme radical avec une possibilité de faire des mouvements, de faire des trucs qui sont quand même beaucoup d'ampleur. Puis je me demandais aussi, est-ce que vous considérez de vendre vos œuvres d'art, si vous le faites, est-ce que vous considérez que vous faites automatiquement partie du marché de l'art? Parce qu'à l'heure qu'il est, comme il y a plein d'artistes qui font plein d'argent sans être dans des institutions, des galeries, tout ça. Fait que c'est ça, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Personnellement, mon rapport à l'argent, c'est une histoire d'amour-haine, dans le sens que on est totalement d'accord, il en faut pour pouvoir payer le loyer, manger, pouvoir se faire plaisir, aller manger au restaurant, mettons, ou name it, ou produire des projets aussi, comme tu dis, qui vont avoir une portée politique ou même juste une portée individuelle ou même sociale. Personnellement, moi, j'ai une business d'ébénisterie. Et c'est une très grosse problématique que j'ai de charger mon client, de mettre les bons prix, de me respecter moi-même. Souvent, quand les gens veulent négocier, je vais être très apte à baisser mes prix. J'ai vraiment beaucoup de misère avec l'argent, à choisir déjà à la base, de me respecter moi-même au final dans ce rapport à l'argent. Puis ta deuxième question, C'était si le fait de vendre vos œuvres d'art, vous considérez que vous faites partie du marché de l'art et de ce en quoi vous êtes réfractaire, ou est-ce que vous prendrez cette liberté de faire de l'argent à votre façon sans les contraintes ou les règles du marché des galeries? Ben, c'est une bonne question parce que je te connais, puis je sais que toi, justement, tu arrives à faire ce que tu dis, justement, être en dehors de ces marchés-là. Personnellement, je pense que le fait de produire une œuvre dans l'idée de la vendre, c'est pour moi une problématique personnelle. On parle vraiment d'ordre personnel et non critique en face des autres artistes, où je comprends totalement l'idée qu'il faut vendre, il faut
pouvoir manger et pas nécessairement faire une job qui nous intéresse pas, au final, puis de faire le métier qu'on a envie de faire. Donc, ouais, c'est une position vraiment particulière d'anxiété et de position politique, en tout cas pour ma part. Mais moi, je dois dire, mon rapport à l'argent est comme très jeune, là, tu sais, dans le sens où c'est la première année que je fais mes impôts en tant que travailleur autonome. Je comprends pas beaucoup de choses, tu sais, dans le sens où j'apprends aussi vraiment à voir c'est quoi cette idée-là de faire de l'argent, même avec le fait de faire de l'art, tu sais, puis de générer des profits, ou en tout cas d'être rentable. Puis je dis le mot rentable, puis pour moi, je pense que ce serait ça mon rapport à l'argent, ça serait dire, est-ce que finalement je peux juste être rentable, payer les besoins avec ce travail-là, puis de pas nécessairement, c'est ça, que le pouvoir économique soit pas nécessairement un but à atteindre, mais que si, par exemple, avec un métier d'enseignant ou d'autres types de positions, ça me permet ça, peut-être, oui, c'est quelque chose à envisager, mais je dois dire que mon rapport à l'argent est comme en apprentissage. Ou du moins, j'apprends à voir qu'est-ce que ça fait, tu sais, de vendre un objet, puis de faire de l'argent avec ça, puis de voir un montant total à la fin, puis là, de comment est-ce qu'on le gère, comment est-ce qu'on fait ça. Puis après ça, la question sur le marché, moi, je pense que finalement, tu sais, depuis tantôt, on parle du marché, tu sais, on le nomme, on le parle, mais finalement, le marché, il est multiple, tu sais, il est comme, il est pas, tu sais, je pense qu'ici, on a peut-être une tranche du marché, mais finalement, il y en a toutes sortes d'autres. Est-ce qu'ils se communiquent entre eux? Peut-être pas. Est-ce qu'ils se reconnaissent? Peut-être pas non plus. Est-ce qu'ils ont le même poids, la même reconnaissance? Sûrement pas, en fait, nettement pas. Mais est-ce qu'après ça, pour moi, tu fais partie d'un marché, peut-être de manière plus globale? Je pense que oui. Puis en fait, ce serait le fun même de penser ça, de se dire que si je te vends un objet sur Marketplace, on peut penser à Antoine Larocque qui a vendu des toiles sur Marketplace, puis c'était génial, là, puis il a été à Plural l'année d'avant ou il y a 2 ans avant. Donc je pense que tout ça fait partie d'une nouvelle peut-être définition du marché, en tout cas j'ose croire, mais c'est des excellentes questions, puis je pense que les contradictions viennent du fait aussi que, en tout cas, moi, vraiment, de mon côté, j'apprends aussi. Il y a comme quelque chose de shit, OK, wow, là, tu sais, mon Dieu, je fais de l'argent. Genre, je vis de ça depuis 1 an, puis là, je suis comme, what the hell, là, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment est-ce que je gère ça? Puis, tu sais, quand je dis je vis, là, tu sais, c'est comme, je suis pas, wouh, je m'achète un yacht, là, c'est comme, je vis, là. Fait qu'après ça, comment est-ce qu'on négocie le fait de, par exemple, acquérir de la popularité? Tu sais, moi, je me pose plein de questions avec des artistes aussi, que tu vois leur pratique prendre des tangentes vraiment particulières dues à des pressions du marché ou dues à des demandes, tu sais, comme comment est-ce que ces gens-là négocient ça? Ce serait quoi leur position à eux? Comment est-ce qu'ils envisagent aussi l'idée même de la création, de la nouveauté dans leur travail? En tout cas, je trouve que ta question est le fun. C'est ce qui clôturait notre conversation. Alors, je remercie tout le monde pour ce beau moment. Je remercie Séminaire, Yael, Léa pour ces conversations, Plural pour l'invitation. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et une belle dernière journée de Plural. Merci. Merci.